Bonjour à tous, nous poursuivons notre campagne pour la mise en lumière des femmes entrepreneurs. Et oui, l'entrepreneuriat au féminin est à l'honneur et nous en parlons avec des femmes expérimentées, des femmes qui sont sur le terrain et qui vivent cet entrepreneuriat mood, si je puis dire. Et là, pour poursuivre notre campagne, je suis en compagnie de deux femmes. Alors, elles vont se présenter, mais d'ores et déjà, je peux les accueillir. Donc, nous avons Farida Akadiri. Oui. Bonjour Farida. Bonjour Sabrina. Merci à toi d'être avec nous et de bien vouloir partager ton expérience. Avec plaisir. Et nous avons également Yamina Menasser. Bonjour Yamina. Bonjour. Alors vous avez toutes les deux des parcours complètement différents, vous êtes dans des domaines à la fois différents et atypiques, hein. Donc on va avoir la chance de pouvoir partager vos expériences. Donc je vais vous laisser vous présenter et puis ensuite on reviendra sur ce que vous ressentez et comment est-ce que vous vivez votre entrepreneuriat au féminin. Très bien, moi je suis consultante business, donc j'accompagne les entrepreneurs à générer, convertir et fidéliser leurs clients. Et l'idée vraiment c'est de baser sur la notion de self-leadership, comment se prendre en main, comment développer, déployer tout son potentiel pour pouvoir devenir un entrepreneur à succès. D'accord, et ça fait combien de temps du coup que... Et donc là, ça fait un peu plus de 3 ans. Donc voilà, moi j'ai un parcours puisque j'ai d'abord commencé en entreprise. Donc voilà, j'ai plus de 12 ans d'expérience en tant qu'auditrice financière à auditer les entreprises du CAC 40. Et l'idée, après, j'ai ressenti que je voulais faire quelque chose de plus, vraiment contribuer. Donc je me suis intéressée au développement personnel et puis petit à petit c'était vraiment comment allier les deux, et la partie business et la partie développement personnel pour accompagner les entrepreneurs. D'accord, un très beau profil. On va en reparler tout à l'heure justement notamment de comment ça s'est passé une fois que tu t'es lancée, en passant justement de ta carrière salariale à cette vie d'entrepreneur. Donc on parlera de cette transition. Yamina à présent, donc je te laisse te présenter. Merci, donc moi c'est Yamina Menasser, donc j'ai eu 17 ans d'expérience dans la sécurité électronique où j'ai notamment rédigé des rapports d'infraction auprès des commissariats et de la gendarmerie. Ensuite j'ai vécu dans une cité et j'avais une grosse frustration, c'est que l'insécurité augmentait sans arrêt. Et on ne trouvait pas de solution, ni les politiques, ni les associations qui font un travail merveilleux mais ponctuel en fonction des subventions. Et donc, grâce au programme Stand-Up en fait, qui m'a été présenté par ma belle-sœur, que HEC a mis en place, il m'a permis de comprendre que ce que je faisais au quotidien via des associations, en l'occurrence une des associations qui s'appelait Lumière et Couleurs, celle de mon frère, qui m'a fait comprendre qu'il fallait monétiser pour qu'il y ait de la pérennité et du résultat dans la prévention sécurité. D'accord. Voilà, ça a été très très difficile parce que ce qu'on délivrait gratuitement en fait, ce que j'ai toujours donné gratuitement, la parole, un conseil, il fallait le monétiser et en faire de la formation pour former les gens. Mes constats entre la cité et les rapports d'activité que je pouvais faire, je me rendais compte que très souvent, les parents étaient victimes ou les enfants étaient victimes de méconnaissance des lois, des codes sociaux, en fait, des règles françaises. C'est pas sous prétexte qu'on est français en fait, qu'on connaît les règles, qu'on parle le français pardon. Et donc j'ai décidé de faire un apprentissage avant de signer la carte de résidence, un apprentissage des règles, des codes et des lois en fait pour tous les nouveaux arrivants, pour qu'ils puissent s'intégrer correctement, sans en fait se retrouver dans des situations difficiles qu'ils ne comprennent pas et qu'ils ne connaissent pas. D'accord. Donc voilà, toutes ces lois, en fait, l'idée c'est de les vulgariser, de les rendre accessibles, même avec de la traduction si nécessaire, auprès de toute la population, en fait, des nouveaux arrivants, donc que ce soit des migrants, des résidents, par exemple pour signer le contrat de bail. Les bailleurs sociaux, aujourd'hui, on leur fait signer un contrat, mais il y a des règles de communauté que beaucoup ne savent pas lire. Donc l'objectif, en fait, c'est d'apprendre le français, en français ou avec la langue d'origine, les règles et les lois. D'accord, de très beaux projets toutes les deux. Félicitations. Alors racontez-nous comment ça s'est passé effectivement, donc déjà une première carrière de 17 ans, c'était ça, 17 ans dans la sécurité électronique, caméras, contrôle d'accès. Comment est-ce que du jour au lendemain, on se lève un matin et on dit pouf, ça y est, j'ai envie de me lancer, j'ai envie de créer mon concept pour accompagner justement les personnes dans la compréhension des lois françaises et tout ça. Comment est-ce que, déjà, l'idée elle est venue, donc, je suppose, de ce que vous avez vécu, le fait d'avoir habité en cité, d'avoir eu ce choc culturel aussi avec votre voyage en Algérie. Est-ce que ça a été ça votre déclic ou c'était finalement un projet que vous aviez toujours eu en vue? Alors c'est l'un des déclics. Le deuxième déclic, je me suis dit qu'est-ce qui fait la différence entre nous
qui avons habité dans la même cité où il y avait la drogue, où il y avait l'alcool, où il y avait tout, enfin un certain nombre de dangers. Qu'est-ce qui a fait que nous, on n'a pas basculé et les autres, oui? En fait, tout simplement, c'est qu'on a eu la chance d'avoir une maman qui a été à l'école, qui est arrivée à 6 ans sur le territoire français, et donc qui a pu, en fait, qui comprenait quels étaient les dangers, en fait, d'habiter dans un quartier, qui comprenait les informations. Donc ça a permis de protéger, en fait. Ça a permis de nous protéger. Et pourtant, on a vécu dans un quartier qui était dit chaud, dans le 93. Et donc, ce qui m'a amené, c'est cette frustration. On a appris malheureusement qu'un certain nombre de jeunes dont on connaissait les parents, en fait, qui étaient persuadés que leurs enfants étaient comme nous, qui ne faisaient pas de bêtises, qui respectaient les règles, qui se retrouvaient ou en prison ou morts. Et c'est vraiment ce qui m'a choquée. Et je me suis dit, voilà. L'image qu'un enfant donne à ses parents n'est pas celui qu'il va donner à l'extérieur de la cité, enfin à l'extérieur en effet de groupe. Et c'est important d'informer les mamans, parce que pour moi, les mamans, les femmes, c'est le socle de la famille, et donc ils touchent tous ses habitants. Pour vous, Farida, est-ce qu'il y a eu un déclic ou est-ce que vous avez toujours rêvé à un moment donné de se lancer? Pas du tout. Alors là, moi, comment je me voyais, je serai en entreprise, je vais monter les échelons. Au mieux, je vais finir dans un organisme international, mais l'entrepreneuriat n'était pas du tout dans mon écran radar parce que dans ma famille, en fait, personne n'est entrepreneur, donc c'était pas un milieu que je connaissais. Mais il y a toujours un déclic dans la vie. À un moment où on se pose les questions et on se demande et si? Et si ma vie pouvait être différente? Et si je pouvais faire autre chose? Et donc justement, j'ai traversé une crise personnelle qui fait que où on est dans un état dépressif, où on se pose plein de questions et je me suis dit mais et si c'était possible de vivre autre chose, en fait, de ne pas juste être dans ce quotidien, métro, boulot, dodo. Effectivement, on a un bon job, on est bien payé, mais la vie, elle a beaucoup plus de sens, en fait. Et petit à petit, juste le fait, moi, de me poser les questions comme ça, je commençais à observer autour de moi et que finalement, avec des mots différents, avec des postures différentes, beaucoup de personnes aussi se posaient la même question, mais ne savaient pas comment faire. Et en fait, on a tellement été programmés à fonctionner d'une certaine manière qu'on ne sait pas faire. Et c'est là l'importance de se faire accompagner, de rencontrer des personnes aussi qui ont fait autre chose. Donc, j'ai commencé à rencontrer des entrepreneurs, à m'intéresser à ça, et c'est devenu comme une évidence, en fait. Que j'avais vraiment envie j'avais ce besoin de liberté, de découvrir, mais d'exprimer mon potentiel, de voir mais de quoi je suis réellement capable. Parce que c'est un peu... certains vont peut-être se reconnaître, j'appelle ça le syndrome de la bonne élève. Vous êtes bonne élève, donc vous faites quoi? Classe préparatoire, une grande école de commerce, vous entrez dans un grand cabinet d'audit. Mais est-ce que c'est vraiment vous? Est-ce que c'est vraiment le parcours que vous auriez choisi pour vous? Et pour moi, c'était ça en fait. J'avais choisi une voie dite royale par défaut, mais c'était pas ma voie. Et le jour où j'ai trouvé ma voie, ça s'est enclenché. Et quelles ont été les réactions justement au moment où on dit ça y est, je quitte cette voie royale où tout mon chemin était tracé pour les 30 prochaines années et je décide de me lancer à l'aventure. Je sais pas du tout de quoi sera fait mon lendemain, mais j'y vais quand même. Dans l'entourage, on réagit comment? Les parents, les conjoints? Est-ce que peur? C'est la peur? Bien sûr, puisque d'une part, on sort d'un cadre que eux ont connu. Il y a ce saut vers l'inconnu. Mes parents ne vivent pas en France, donc il y a aussi mais qu'est-ce que tu vas faire? Mais en plus, le fait de se dire on va se mettre à son compte dans le coaching, mais est-ce que ça va fonctionner, etc. Donc bien évidemment, ça met beaucoup de peur en lumière, mais et aussi de doute parce que certains, que ce soit des amis ou mes anciens employeurs, disaient c'est quoi cette lubie de Farida? Ça va lui passer parce qu'effectivement on n'imagine pas, c'est quand même un changement un petit peu à 360 degrés. Et donc, l'idée, c'est quoi? C'est que quand on a un projet d'envergure qui nous tient à cœur, il ne faut pas laisser les peurs et les doutes des autres venir nous troubler. Et c'était ça, c'était focus et concentré sur... Exactement. Et de se dire, s'assurer qu'on fait les choses
pour les bonnes raisons, pour soi, qu'on est convaincu. Est-ce que ça va être facile tous les jours? Non. Mais j'ai envie de dire, aujourd'hui, il n'y a plus de sécurité de l'emploi. Donc, de toute façon, comme dans les... Exactement. Donc, tous ces schémas-là, oui, mais voilà, etc. Toute cette sécurité-là, aujourd'hui, elle n'existe plus. Donc, plutôt trouver quelque chose et du coup, vraiment s'entourer. Et moi, c'est vraiment la chance que j'ai eue, s'entourer de personnes qui croyaient en moi plus que moi-même. D'accord. C'était ça pour révéler en tout cas l'entrepreneur qui était en vous. Ah mais oui, parce que c'est ça qui nous donne l'énergie. On se dit, quand ce sont des personnes qu'on respecte et qui vous disent, mais attends, je vois tellement plus pour toi, tu peux faire tellement plus. Ça nous donne quoi? Ça nous donne des ailes, ça nous porte et on ose faire des choses qu'on n'a pas fait, comme déposer sa dème et de se dire, bon, allez, je me mets à mon compte. Donc, c'est vraiment le cheminement qui s'est passé pour moi. Pour vous, les réactions, ça a été de l'encouragement, ça a été de la peur? Déjà, moi, il a fallu que je sorte de ma zone de confort parce que voilà, j'étais vraiment dans un environnement pendant des années où voilà, j'avais des horaires bien précis, un travail pépère, j'avais l'habitude. Et puis, cette formation arrive, le stand-up, grâce à HEC, Valérie Barigandi qui le porte à merveille. Donc, je rentre dans ce programme et là, je suis comme assommée. En fait, mon idée était de faire de l'intrapreneuriat, c'est-à-dire de former des femmes à mon métier pour qu'il y ait plus de parité. Et je me suis rendu compte que c'était de l'entrepreneuriat que je voulais faire. Et en plus créer des modules de formation. Et ça, c'était quelque chose de complètement nouveau. C'est-à-dire que ça m'a aidé, ce dispositif m'a aidé à créer quelque chose, un outil de prévention de sécurité qui n'existait pas. Ça, c'est la première des choses. Donc, du coup, vous-même, déjà, il y avait une phase où vous-même, vous deviez déjà comprendre ce que vous vouliez faire. Exactement. Une fois que vous le comprenez, vous le dites aux autres. Et voilà. là... Je l'exprime et là on m'explique que effectivement non content, il y a du potentiel, il y a une niche qui n'est pas exploitée, qui est complètement judicieuse. Et il y a la deuxième partie, c'est de me convaincre grâce aux cours que j'ai eus qui étaient juste extraordinaires. Je veux dire, je pouvais pas aspirer mieux, qui m'ont fait comprendre qu'il fallait monétiser. Et ça a été très très difficile. Déjà, le rapport à l'argent avec les femmes, on le sait, il est très difficile. Mais monétiser un conseil, quelque chose qu'on a toujours donné gratuitement, qu'on vous a donné cette éducation, l'éducation de donner de soi, de donner... Et ça a été vraiment quelque chose de très difficile pour moi. D'accord. Et ça a été compris justement par rapport notamment à votre contexte familial, dans l'éducation qu'on vous a donnée, que dorénavant je vais toujours conseiller, mais par contre je vais le faire payer, c'est pas pareil? Alors oui, ils le comprennent très bien, parce que du coup j'ai su leur expliquer, et je leur ai expliqué en fait qu'aujourd'hui si on n'y arrivait pas, c'est justement, au niveau de la problématique sécuritaire, j'entends, si on n'y arrivait pas, c'est parce que justement on s'est toujours privé de monétiser pour qu'il y ait de la pérennité. Et vous avez grandi dans un contexte, une famille entrepreneuriale, Alors, j'ai mon frère qui est indépendant, artiste indépendant, mais j'ai mon père qui était buraliste, qui était restaurateur. D'accord. Donc, on a un peu baigné dans l'entrepreneuriat. Justement, quelles ont été vos plus grandes difficultés à ce jour? Si vous faites le petit récap, c'était quoi? Quelles étaient ces difficultés? Et surtout, comment est-ce que vous avez fait pour les contourner? J'ai envie de dire, dans la vie d'entrepreneur, tous les jours, c'est un nouveau challenge. Et plus on progresse et on découvre de nouveaux challenges. Mais je dirais le plus dur, c'est assumer, prendre la responsabilité de ses décisions. On a pris une décision, on ne peut plus faire machine arrière. Les autres ont peut-être essayé de nous prévenir. Donc, comment on fait? Comment on reste dans cette dynamique? Et pour moi, je pense que le plus dur, et puisque comme je suis dans l'accompagnement et que j'accompagne énormément d'entrepreneurs, je le vois, le plus dur, c'est le mental. C'est le mindset. Comment rester dans cette dynamique où on s'est fixé un objectif et on a pris la décision d'aller. Mais aujourd'hui, il y a tellement de distractions. Il y a tellement de distractions que c'est facile de changer, de dévier et de ne pas atteindre les résultats qu'on s'était fixés. Donc au quotidien, c'est ça. Et avoir cette clarté d'esprit pour avancer, trouver ses premiers clients, comme disait Yamina, c'est sûr, voilà, quand on passe de salarié à entrepreneur, il y a un nouveau rapport à l'argent. Parce qu'en entreprise, en gros, vous n'êtes pas efficace, vous allez toujours avoir votre paye à la fin du mois.
je suis pas efficace, je ne suis pas payée à la fin du mois. Donc ça nous oblige à avoir un autre rapport au temps, à l'argent, à tout ce qu'on fait. Et donc finalement, qu'est-ce qui se passe? On apprend à valoriser tout ça, à prendre conscience que mais tout est important. Donc le challenge, c'est vraiment les deux éléments pour moi, c'est vraiment comment passer de cette posture d'ancien salarié à chef d'entreprise, parce que s'il n'y a pas cette transition, les choses vont pas se mettre en place. Et je vois beaucoup d'entrepreneurs, effectivement, ils se disent entrepreneurs, ils sont indépendants, mais ils ont encore une mentalité de salarié. D'accord. On parle beaucoup du mythe du dirigeant, de la solitude de l'entrepreneur, de la solitude du dirigeant. Donc c'est une solitude qui se ressent notamment par rapport à la prise de décision, où on est seul à décider. Mais autrement aussi, comment est-ce que vous vivez cette solitude dans la prise de décision, dans le pilotage du concept? Alors justement, pour ma part, en fait, en tous les cas, grâce au dispositif qui a été mis en place à HEC, grâce à ce dispositif, en fait, la condition sine qua non pour rentrer dans l'incubateur HEC, et c'est la chance que j'ai eue en fait de pouvoir concourir avec des étudiants. Donc voilà. Ce qui s'est passé, c'est qu'ils nous imposaient des associés. D'accord. Pourquoi ? Parce qu'à un moment donné, quand on a la tête dans le guidon, on ne peut pas voir clair. On ne peut plus, voilà, on est coulé, on n'a plus d'objectivité. Et le fait d'avoir un associé qui va être complémentaire avec vous, sur des compétences que vous n'avez pas forcément, va permettre de vous dire stop et va pouvoir vous éclairer en fait sur des situations que vous ne voyez absolument plus parce que vous êtes à l'intérieur de votre projet. Voilà, ça c'est très important. Vous avez un associé aujourd'hui dans votre projet. Exactement. D'accord, ce qui permet de justement pallier à ce problème, à la solitude du dirigeant. Moi, je l'ai fait différemment puisque je n'ai pas d'associé dans mon cabinet, mais c'est vraiment d'avoir un business coach. Parce que justement, effectivement, on est tellement dans le quotidien et tout que c'est facile d'être occupé, de faire plein de choses et de perdre de vue sa stratégie. Donc l'idée, parce qu'après tout le monde aussi ne trouver le bon associé, c'est un mariage. C'est dur, exactement. Donc j'ai envie de dire, j'ai entendu beaucoup d'histoires, des amis qui montaient leur business en place et après ça n'a pas fonctionné. Donc par contre, effectivement, quelle que soit la forme que ça prend, avoir quelqu'un qui justement va avoir du recul, qui n'est pas dans cet émotionnel, qui peut vous dire mais pourquoi tu fais ça, ça n'a pas du tout de sens alors qu'en telle étape tu pourrais atteindre les objectifs, ça reste important. Et je confirme tout à fait. Mais justement en parlant de votre posture donc d'entrepreneur, comment est-ce que vous diriez qu'être une entrepreneur et être une femme, c'est plus difficile que si vous aviez été un homme? Et si oui, pourquoi en fait? Alors, je vais répondre doublement à cette question parce que effectivement, comme c'est le message qu'on entend souvent, donc inconsciemment, en fait, les femmes se sont prédisposées à se dire ça va être plus difficile pour moi que pour un homme ou autre chose. Et donc, moi, je leur dis, à force de se dire ça, on va attirer les difficultés, on va se sentir discriminé parce qu'on est une femme. Donc l'idée, c'est vraiment de se dire, d'être bien dans sa posture. Parce que quand on est bien dans sa posture, on va avoir le bon message, on va avoir les bonnes personnes qui vont comprendre et qui vont vouloir soutenir et pas juste discriminer. Donc la difficulté aujourd'hui, c'est qu'on parle beaucoup du plafond des verres, que c'est difficile pour les femmes. Certaines me disent, mais Farida, mais moi je suis une femme, je suis noire, t'imagines? Et je dis, oui, mais le jour où j'ai changé ça dans mon mindset, je me dis non, je suis une femme, je suis jeune, je suis noire et ça va m'ouvrir des portes. Mais littéralement, ça m'a ouvert des portes parce que j'ai commencé à voir dans mon environnement des personnes qui voulaient justement soutenir. Je suis allée aux États-Unis. J'ai fait un film avec les plus grands coachs américains. Enfin, en tant que coach, c'est vraiment c'est une opportunité incroyable. Et justement, qu'est-ce qu'elle me dit, la productrice? Je cherchais exactement un profil comme toi. Donc, l'idée, c'est plutôt de se dire dans quel environnement je vais évoluer ou qui je suis va être un atout, va être une valeur ajoutée pour les autres. Parce que profit exactement, et pas se positionner en victime, parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe quand on se positionne en victime? On a tendance à attirer les bourreaux. Mesdames, que pensez-vous? Enfin, je sais pas comment est-ce que vous fonctionnez. Donc, je sais donc Yamina que vous travaillez, vous êtes donc à l'incubateur HEC, donc vous avez quand même un soutien. Vous êtes entourée, vous ne travaillez pas forcément seule. Est-ce que vous êtes peut-être membre d'associations pour les femmes entrepreneurs? Est-ce que ça existe? Et que pensez-vous de cette initiative? Est-ce que c'est important de développer ce type
l'initiative. Évidemment, c'est très très important parce que on ne connaît pas tout en fait d'une entreprise. On ne connaît pas toutes ses difficultés, on n'a pas les compétences, moi pour ma part, de marketing, de communication. Et donc l'échange collaboratif en fait qui a été mis en place grâce au stand-up a permis justement d'échanger pour des compétences, alors que seul, il aurait fallu financer, et les femmes n'ont pas forcément les moyens de pouvoir financer en fait ces prestations. D'accord. Donc, pour moi, c'est très important. Alors, moi, je n'étais pas dans un incubateur, mais par contre, ce que je fais régulièrement, c'est assister à des conférences, être membre ou pas de club, mais vraiment s'entourer d'autres entrepreneurs. Des entrepreneurs qui sont passés par là, qui peuvent nous dire, voilà, quels sont les pièges à éviter, comment gagner du temps, qu'est-ce qu'il faut faire. Ça, c'est vraiment important parce que, comme Yamina l'a dit, seul, on ne peut pas avancer, en fait. Et on va être limité, ou ça va nous prendre 10 ans, alors qu'avec 2-3 informations, on pourrait le faire en 6 mois. Donc, pourquoi se priver de ça? Donc, c'est plutôt trouver les réseaux dans lesquels, on va être vraiment porté dans cette dynamique, et après, ne pas avoir peur d'investir. Moi, j'ai investi énormément. Là, demain, justement, j'amène 10 entrepreneurs avec moi aux États-Unis en voyage d'affaires, justement pour rencontrer d'autres entrepreneurs là-bas, comprendre le mindset, comprendre comment ils ont fait. Sur les 10, on est 8 femmes, et ça, c'est juste génial parce que généralement, dès qu'on parle business, c'est plutôt masculin, et tout ce qui est développement personnel, c'est plutôt femme. Mais c'est vraiment, trouver cette communauté d'entrepreneurs avec qui vous allez progresser, grandir, où vous allez vraiment avoir des éléments complémentaires, et ça fait toute la différence en fait. Ça fait toute la différence. Du coup, c'est vraiment dans cette démarche que s'inscrit la nouvelle plateforme qui va bientôt voir le jour, le 8 mars prochain, une plateforme qui est donc qui a été pensée à l'initiative de l'Organisation internationale de la francophonie. L'idée, c'est de regrouper des femmes entrepreneurs dans toute la zone francophone, une zone effectivement à laquelle on fait partie de cette zone, mais au final, on ne se rend pas forcément compte dans notre quotidien. On est très cantonné dans notre Île-de-France, Paris, France. Vous êtes quand même un peu plus ouverte avec les États-Unis et Las Vegas, mais c'est vrai que la zone francophone n'est pas exploitée, et c'est vrai qu'elle regorge d'entrepreneurs, de femmes entrepreneurs qui ne sont malheureusement pas assez mises en relation. Donc ce sera vraiment toute l'idée. Donc voilà, ça recoupe complètement ce que vous venez de dire. Il y aura la possibilité d'échanger, de partager, de faire du mentorat, d'avoir des témoignages, et je pense que ce sera un moyen d'être encore plus forte en tant que femme entrepreneur. Alors mesdames, avant de se quitter, un petit mot sur votre façon de voir les choses. Si vous aviez quelque chose à dire à une personne qui nous regarde, qui veut se lancer, qui s'est déjà lancée, qui est dans une difficulté, qui est à peu près au même niveau que vous et qui aimerait apprendre de vous, que serait ce message? Je vous laisse en parler directement à la caméra. Alors, mesdames, si vous avez votre projet entrepreneurial et que ça vous tient à cœur, le conseil que j'ai pour vous, investissez en vous. Vous êtes vraiment votre meilleur investissement. Imaginez un diamant brut. Et quand vous investissez, en fait, sur vous, c'est que vous êtes en train de tailler et de polir cette pierre. Et vous savez à quel point vous rêvez d'avoir ce gros diamant au doigt. C'est exactement la même chose pour vous. Investissez sur vous en formation, en coaching, entourez-vous des bons mentors, et vous allez voir vraiment votre business va décoller. Merci Farida. Du coup, Yamina, à votre tour, un petit mot à dire? Alors un petit mot, c'est une nouvelle organisation en fait pour les mamans entrepreneurs, puisque on a vraiment besoin du papa et de la famille pour pouvoir accéder aux événements, parce qu'il y a beaucoup d'événements le soir, il y a beaucoup d'interventions qui ne permettent pas de pouvoir récupérer son enfant à l'école. Donc il faut savoir s'entourer, donc il faut la famille, les amis qui puissent vous aider et qui puissent accepter que vous commencez à entreprendre. Merci à vous deux, merci pour ces témoignages, vos témoignages, votre histoire, votre vécu qui a été très enrichissant et très inspirant. Merci pour vos conseils. On se retrouve donc très prochainement, notamment le 8 mars, lors de l'événement organisé par l'Organisation internationale de la francophonie. Et encore un merci. À bientôt, mesdames. Merci Sabrina. Merci.